Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour vous parler de mes dernières lectures. Donc, on retrouve ici Thé comme tombeau de Preston & Child aux éditions L'Archipel, que je remercie pour ce service presse. Donc ici, il ne s'agit pas d'une enquête de l'inspecteur Pendergast, mais d'une mission de Gideon Crew. Donc ça, c'est un personnage de ces auteurs que je ne connais pas encore. Alors, ils ont écrit 4 romans avec ce personnage-là juste avant. Donc, on a R pour revanche, C comme cadavre, S comme survivre et A comme apocalypse. Donc, moi, je le découvre dans ce tome-là. Donc, Gideon Crew travaille pour Ellie Glynn. Ellie Glynn, on le retrouve dans les aventures de Pendergast. Il tient une officine qui travaille pour le gouvernement des États-Unis, mais de manière officieuse. Gideon Crew, lui, il a été recruté parce c'était un voleur assez doué, et du coup, j'imagine que pour les romans juste avant, Ellie Glynn, il a eu besoin de ses talents pour retrouver certainement des objets, des choses en tout cas. Donc, dans celui-ci, Gideon Crew se rend compte qu'il ne reçoit pas son salaire, et quand il essaye de contacter donc son patron, il se rend compte que les bureaux sont fermés, que tout est fermé, que l'officine n'existe plus. Donc il se rend carrément dans les bureaux, il se rend compte qu'il n'y a personne. Il retrouve une autre personne avec qui il a travaillé, qui est le bras droit, qui était le bras droit d'Ellie Glynn, Manuel Garza, qui est un ancien militaire, d'après ce que j'ai compris, et qui connaissait déjà Ellie Glynn bien avant de travailler pour lui dans cette officine. Et du coup, les deux hommes, ils se sentent trahis parce qu'ils ont quand même traversé des choses avec leur patron pendant les 4 premiers romans. Et là, être remercié sans préavis, sans rien, sans explication, ça les met en colère. Et donc quand ils arrivent dans les bureaux, ils se rendent compte que y a une recherche qui avait été lancée, il y avait 5 ans de ça, par Ellie Glynn, pour retrouver une tablette de Phédros. Donc ils n'en savent pas plus, mais quand ils arrivent dans ces bureaux, ils se rendent compte que la recherche, elle s'est arrêtée et quelque chose a été découvert. Du coup, avant de se faire mettre dehors par les vigiles qui se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un dans les bureaux alors qu'il devrait y avoir personne, ils récupèrent sur une clé USB les données et ils décident de retrouver cette fameuse tablette pour se venger de leur patron. Donc, pour retrouver cette tablette, pour découvrir ce qu'elle représente, ils vont donc s'envoler pour l'Égypte. Et alors, à partir de là, il leur arrive plein de choses assez rocambolesques. Beaucoup d'action, du suspense. Ils rencontrent une archéologue qui va les aider, puisqu'il s'agit quand même d'une ancienne tablette, tout ça. Et franchement, j'ai adoré. Là, on s'ennuie pas en fait. Au fil des pages, on les tourne, il se passe toujours quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose, une aventure qui se termine, il y en a une autre qui recommence juste derrière. On croit qu'ils sont sortis d'affaires, mais non, ça recommence. Clairement, j'ai vraiment adoré. Donc je vais lire les 4 premiers parce que j'aimerais bien, parce que des fois, bien sûr, il y a une référence à une mission qu'ils ont effectuée avant, donc ça c'est bien de savoir, même s'il n'y en a pas besoin pour lire celui-là, c'est quand même bien de savoir de quoi il parle. Et puis surtout, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, il parle d'un objet, d'un breuvage, je sais plus trop, qu'ils auraient retrouvé et qui ont redonné la santé à Ellie Glynn. Ellie Glynn, au tout début, et même dans les romans de Pendergast, il est dans un fauteuil roulant et il est maladif. Là, grâce à ce qu'ils ont découvert, en fait, on le retrouve dans ce tome-là, debout et en pleine santé. Donc je me dis que si ça se trouve, Gideon qui est atteint d'une tumeur, je crois, au cerveau, là dans ce roman, il lui reste plus que, je crois qu'il lui reste plus que 2 mois à vivre, d'après les médecins. Dans le tout premier R pour revanche, il me semble qu'il s'agit d'1 année qui lui reste à vivre.
Enfin bref, je me dis qu'avec ce qu'ils ont découvert donc dans le roman précédent, peut-être que ça a réglé son problème, je sais pas trop. Dans tous les cas, je serais incapable de vous dire s'il y aura un tome 6, parce que la fin est faite de telle manière qu'on n'en sait rien en fait. On est complètement dans l'expectative, donc ça j'aime beaucoup. Donc on verra peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. On ne peut qu'espérer. En tout cas, je vais lire les 4 premiers parce que franchement, celui-ci, clairement... alors, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a 315 pages, quasiment que d'aventures, suspense et compagnie, quoi. Retournement de situation, enfin vraiment, vraiment un excellent moment de lecture, un livre qui se lit très vite, hein, vraiment. Donc voilà, donc un grand merci aux éditions L'Archipel parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite, on va passer sur une autre lecture. Alors celle-ci, je l'avais gagnée dans un concours sur la page Facebook de l'auteur. Donc c'est L'effet domino de François Baranger. C'est aux éditions Bragelonne, que j'adore. Et dans la collection Thriller. Donc ici, c'est un roman qui fait presque 600 pages. Il en fait, ouais, presque 600. 570 pages. Et donc ici on est sur un policier. Alors clairement, bon, celui-là il se passe à Paris, donc ça c'est déjà bien, pour une fois ça change. Ça se passe en France. 1907, donc ça c'est une période que j'affectionne particulièrement. C'est pas du steampunk. Mais bon, sinon tout le reste y est. Donc ici il s'agit d'une enquête par rapport à un assassin à répétition. Alors en fait, il y a un assassin donc, qui sévit dans Paris. Donc je vous mets la 4e de couverture. Donc pareil, je vais faire la chronique aujourd'hui. Donc je vous mettrai le lien en bas, en barre d'infos, si vous voulez mieux voir peut-être la 4e de couverture. Donc dans ce roman-là, donc c'est un roman policier, on va découvrir l'inspecteur Lassinière. Alors l'inspecteur Lassinière, il vient pas de Paris. Il vient de Rennes. Voilà. On fait appel à lui tout simplement parce que donc cet assassin à répétition, pour ne pas dire tueur en série, puisque le terme n'existait pas encore à l'époque, il a la particularité de s'en prendre aux inspecteurs qui enquêtent sur lui. Alors, il s'en prend pas directement aux inspecteurs, mais à leurs proches ou à leur famille, ou à leurs proches. Et du coup, il est décidé de trouver un inspecteur sans attache en fait. Et c'est exactement le cas de l'inspecteur Lassinière. Il n'est pas marié, il n'a pas de famille et il a beaucoup de mal à se faire des amis. Du coup, là, c'est l'inspecteur idéal pour cette enquête. Donc quand il arrive à Paris, il lui assigne quand même officiellement une autre enquête. Parce que bon, au cas où le tueur en série s'en prendrait directement à lui, sait-on jamais. Et on lui assigne aussi des collaborateurs. Donc il va y avoir une jeune femme qui va s'occuper de faire les recherches dont il aura besoin pour trouver l'assassin, un jeune agent de police qui sort juste de l'académie de police, et un journaliste avec qui, on va dire, il ne s'entend pas très très bien, ce qui va donner un petit peu de piquant, enfin ce que j'aime bien quoi dans les romans aussi. Hein. J'aime pas les personnages lisses, donc là très bien. Donc là, la particularité de l'inspecteur Lassinière, c'est qu'en fait, il a une méthode pour trouver l'assassin qui est assez intéressante. En fait, il se met à sa place et c'est un petit peu ce qu'il faut faire, un petit peu comme un profiler quoi, mais à l'époque ça n'existait pas quoi. Donc lui, il a la bonne démarche en fait pour trouver l'assassin par rapport à ses prédécesseurs. Ce que j'ai aimé aussi dans ce roman, donc mis à part le fait que ça se passe bien sûr en 1907, c'est que donc l'auteur détaille bien le Paris de l'époque, donc ça il n'y a pas de souci. C'était vraiment agréable à lire. L'argot de l'époque y est, on comprend, mais en même temps on se sent vraiment bien dans l'histoire, bien dans cette période-là. Et il a mélangé le réel et le surnaturel, parce que le tueur en série, donc, il se sert de rites ésotériques, en fait.
pour ces meurtres. Et du coup, j'ai bien aimé la manière qu'a eu l'auteur en fait de jouer un petit peu entre voilà, le réel et le surnaturel. Je peux pas vous en dire plus, mais c'était subtil et j'ai bien aimé. Donc, que j'oublie rien. Non, mais je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire dessus, parce que j'ai mes petites notes en dessous. Hein. Voilà, donc un beau bouquin. Alors parfois un petit peu long pour moi, hein, parce que ça c'est une question de goût. Sur certains points un petit peu long peut-être. Sur d'autres, j'ai adoré les descriptions. Donc oui, c'est une question de goût. J'ai adoré quand il parle de la grande exposition de 1889. Voilà, donc un bon moment de lecture aussi. Donc que ce soit dans le premier ou dans le second, j'ai beaucoup aimé. S'il y a une seconde enquête de l'inspecteur Lassinière, je ne sais pas s'il reviendra sur Paris. Normalement, il repart sur Rennes. On verra bien. En tout cas, j'aimais bien l'équipe qui était formée là, donc peut-être que dans un prochain, elle se reformera. J'aimerais bien savoir ce que deviennent les autres protagonistes de l'histoire. Voilà, donc c'était tout pour celui-ci. Donc là, je suis en train de lire, c'est un autre service presse de la maison d'édition L'Archipel. Marie-Bernadette Dupuis, c'est Nuit au risque, les enquêtes de mode de l'âge. Donc là, il y a 3 enquêtes de la jeune femme. Je connaissais pas du tout. La seconde aussi, ça traite de surnaturel. Enfin, il est question de médium, donc pourquoi pas. Donc je vous en parlerai dans une prochaine chronique. Je crois que c'est tout. Hein. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc la chronique pour l'effet domino de François Baranger, elle sera postée aujourd'hui ou demain sur le blog. De toute façon, vous aurez les liens, que ce soit sur cette vidéo, vous aurez les liens des chroniques, et sur le blog, sur chaque chronique, vous aurez le lien de cette vidéo. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine, donc pour... pas forcément en vidéo, sûrement pour la chronique de Nuit à haut risque. Et je voudrais vous faire un haul littéraire, mais j'ai que 2 romans, j'attends un service presse, donc dès qu'il arrivera, je vous ferai un petit haul littéraire, et puis à la fin du mois, le petit haul action, et peut-être une vidéo pour vous présenter les albums que j'ai fait, mais ça bon, c'est du scrapbooking, on n'est plus sur le côté littéraire. Donc je vous souhaite une bonne semaine, et je vous souhaite de bonnes lectures, peut-être du scrap aussi. Voilà, donc à la semaine prochaine.